Imaginez que l'inconnu qui sauve la vie de votre enfant détienne la clé de votre propre passé, une rencontre improbable dans les rues de Paris, un secret enfoui depuis plus de 30 ans, et une vérité qui pourrait tout détruire. Que se passe-t-il lorsque les caméras de surveillance révèlent bien plus qu'une simple présence, mais le fantôme d'une vie que vous pensiez à jamais perdue? Restez avec nous pour découvrir une histoire qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Antoine dirigeait une entreprise de construction florissante depuis son bureau panoramique à La Défense. Le succès était son armure, le travail son refuge. Pourtant, derrière la façade de l'homme d'affaires impitoyable, se cachait une blessure ancienne, celle d'un petit garçon qui avait grandi avec la photo d'un père héros, un légionnaire disparu lors d'une mission en Afrique, déclaré mort il y a 30 ans. À des kilomètres de là, dans l'ombre des grands boulevards, Jean-Pierre survivait. Il dormait sur les toits, mais sa droiture et son regard perçant le distinguaient des autres âmes errantes. Ancien soldat, il portait le poids de ses souvenirs avec une dignité silencieuse, refusant de sombrer dans le désespoir. Le destin s'apprêtait à faire entrer en collision ces deux mondes, unis par un lien qu'aucun des deux ne pouvait encore soupçonner. Le crissement des pneus a déchiré le bruit de la circulation parisienne. Léo, le fils d'Antoine, âgé de 10 ans, venait de s'élancer sur sa trottinette électrique au passage piéton. Le feu était vert pour lui, mais une berline noire avait grillé le rouge, surgissant de nulle part. Le temps sembla se figer. Une silhouette robuste et usée par la vie se jeta en avant, agrippant le col du garçon et le tirant en arrière avec une force surprenante. La voiture frôla le sac à dos de Léo, le souffle du danger balayant son visage. Jean-Pierre, le souffle court, tenait l'enfant tremblant contre lui. Ses yeux, habituellement voilés par la fatigue, brillaient d'une intensité féroce. Le conducteur de la berline, réalisant à peine ce qui venait de se passer, accéléra et disparut dans le flot des véhicules. Léo, en état de choc, leva les yeux vers son sauveur, un vieil homme aux vêtements rapiécés et au visage buriné par le temps et les épreuves. Antoine arriva quelques minutes plus tard, alerté par un passant. Il trouva son fils, pâle mais indemne, assis sur un banc à côté de Jean-Pierre. Léo, encore secoué, lui raconta la scène avec des mots hachés. Antoine, le cœur battant la chamade, se tourna vers l'homme qui avait sauvé son unique enfant. Il vit la pauvreté, la solitude, mais aussi une dignité indéniable dans son regard. Il sortit son portefeuille, prêt à offrir une liasse de billets. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Prenez ça, s'il vous plaît. » Jean-Pierre secoua la tête, ses yeux fixés sur un point lointain. « Je n'ai rien fait que n'importe quel homme n'aurait fait. Gardez votre argent. Assurez-vous simplement que le petit regarde à 2 fois la prochaine fois. On ne sait jamais sur quel fou on peut tomber. » Sa voix était grave, posée, sans la moindre trace de supplication. Cette fierté, inattendue chez un homme dans sa situation, désarma complètement Antoine. Ne pouvant accepter ce refus, Antoine insista. « Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Vous avez sauvé ce que j'ai de plus précieux. » Il regarda autour de lui, cherchant une solution. Son regard se posa sur son propre immeuble de bureau, visible au loin. Une idée germa dans son esprit. « Cherchez-vous du travail ?» Jean-Pierre le regarda, surpris. « Du travail? Quel genre de travail ? » « Un poste d'agent d'entretien dans ma société. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un salaire, un endroit où vous serez au chaud. Et il y a une petite réserve avec une douche au sous-sol. Vous pourriez y rester. » C'était impulsif, peut-être même imprudent, mais Antoine sentait qu'il devait faire plus que donner de l'argent. Il devait offrir une chance. Un long silence s'installa, pendant lequel Jean-Pierre sembla peser le poids de cette offre, le poids d'une main tendue après des années d'indifférence. « J'accepte. » Le mot fut prononcé sobrement, mais il contenait tout un monde d'espoir renaissant. Le lendemain, Jean-Pierre se présenta à l'accueil de la tour de la Défense. Marc, le chef de la sécurité, un homme carré et procédurier, le toisa avec méfiance. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il sèchement, son regard balayant les vêtements usés du vieil homme. « Je suis le nouvel agent d'entretien. Monsieur Dubois m'a engagé. » Marc eut un rictus incrédule. « Monsieur Dubois? Vous? Laissez-moi vérifier. » Il passa un appel,
son expression changeant de la suspicion à la confusion, puis à une obéissance résignée. « C'est bon, vous pouvez passer, mais je vous préviens, ici, on ne tolère aucun écart, je vous aurai à l'œil. » Jean-Pierre hocha simplement la tête, imperturbable. Il avait fait face à des menaces bien plus sérieuses que celles d'un agent de sécurité zélé. Il suivit les instructions et trouva sa nouvelle demeure, une petite pièce de stockage, propre et vide, qui lui parut être un palais. Les premiers jours, Jean-Pierre fut une ombre silencieuse et efficace. Il arrivait avant l'aube, les bureaux brillaient de propreté bien avant l'arrivée des premiers employés. Il repartait après le départ du dernier. Il ne parlait à personne, se contentant de saluer d'un signe de tête. Sa présence, d'abord source de méfiance, devint rapidement une partie invisible du décor. Pourtant, quelqu'un le remarquait. Léo, prétextant vouloir voir son père, venait, de plus en plus souvent, au bureau après l'école. Mais au lieu de monter dans le bureau directorial, il descendait au sous-sol. Il trouvait Jean-Pierre en train de ranger son matériel. Le vieil homme, d'abord réservé, se laissa peu à peu apprivoiser par la curiosité et l'admiration sans bornes du garçon. Léo ne voyait pas un sans-abri, il voyait le héros qui lui avait sauvé la vie. Et il était fasciné par ces histoires, des histoires simples sur les étoiles ou la patience de la nature, jamais sur son passé. Antoine observait cette amitié naissante avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Il était reconnaissant, mais une partie de lui restait sur ses gardes. Qui était vraiment cet homme? Un jour, en regardant son fils rire avec Jean-Pierre autour d'un jeu d'échecs improvisé dans la réserve, il se sentit étrangement ému. Cet homme apportait une sorte de calme et de sagesse que l'argent d'Antoine ne pourrait jamais acheter. Pendant ce temps, dans les hautes sphères de l'entreprise, la pression montait. Victor Lebrun, un concurrent aux méthodes douteuses, convoitait un énorme contrat public pour la construction d'un nouveau quartier écologique, un contrat qu'Antoine était également sur le point de remporter. Lebrun était un homme du passé, un homme qui avait bâti sa fortune dans les années 90 sur des bases troubles, et il n'aimait pas perdre. La tension était palpable à chaque réunion, à chaque appel d'offres. Jean-Pierre, grâce à sa routine, développa des relations discrètes. Martine, la comptable en chef, une femme maternelle approchant de la retraite, fut la première à briser la glace. Un matin, elle lui offrit un croissant chaud. « Vous travaillez si dur, vous devez bien manger un peu, » lui dit-elle avec un sourire chaleureux. Jean-Pierre, touché par ce simple geste de gentillesse, la remercia avec une sincérité qui la désarma. Peu à peu, il se mit à échanger quelques mots avec elle, puis avec Marc, le chef de la sécurité, qui commençait à voir au-delà des apparences et à respecter la discipline presque militaire de l'ancien. Il découvrit un homme d'une culture surprenante, capable de discuter d'histoire ou de stratégie avec une clarté étonnante. Le mystère autour de Jean-Pierre ne faisait que s'épaissir, mais la méfiance se transformait lentement en un respect intrigué. Amélie, l'assistante personnelle d'Antoine, était une jeune femme ambitieuse et élégante. Elle était l'image même de l'efficacité, gérant l'agenda de son patron avec une précision redoutable. Personne n'aurait pu soupçonner qu'après ses journées de travail, elle montait dans la berline de luxe de Victor Lebrun. Le concurrent d'Antoine l'avait approché des mois plus tôt, lui promettant une promotion et une somme d'argent considérable en échange d'informations. Une nuit, alors que le bureau était désert, elle utilisa un pass qu'elle avait dupliqué pour entrer dans le bureau d'Antoine. Elle photographia discrètement les documents confidentiels de l'appel d'offres. Jean-Pierre, qui terminait sa ronde, entendit un bruit infime à l'étage de la direction. Il monta sans bruit, mais quand il arriva, le couloir était vide. Seule une légère odeur de parfum, celui d'Amélie, flottait dans l'air. Il n'y prêta pas plus attention, mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Quelques semaines plus tard, Antoine perdit une phase cruciale de l'appel d'offres. Les chiffres proposés par Lebrun étaient étrangement similaires aux siens, mais juste assez bas pour le devancer. La coïncidence était trop grosse. La colère et la paranoïa commencèrent à s'installer. Il ne pouvait faire confiance à personne. C'est alors qu'il prit une décision radicale. Il fit installer des caméras de surveillance dissimulées dans tout l'étage de la direction, y compris dans son propre bureau. Il n'en parla à personne, pas même à Marc, le chef de la sécurité. Il voulait observer,
attendre et démasquer la taupe qui menaçait de détruire tout ce que son beau-père et lui avaient construit. Chaque soir, il passait des heures à visionner les enregistrements de la journée, cherchant un geste suspect, une conversation anormale, un indice qui lui mettrait la puce à l'oreille. Mais Amélie était prudente, et les jours passaient sans rien révéler. Un soir, Jean-Pierre vida la corbeille du bureau d'Amélie. Parmi les papiers, il remarqua une note de restaurant Froissart, un établissement luxueux où il savait qu'Antoine ne mettait jamais les pieds. Par curiosité, il la déplia. Le montant était exorbitant pour un simple dîner, mais ce qui attira son attention fut une petite annotation au crayon « VL ». Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il sentit que c'était important. Le lendemain, il croisa Antoine, le visage sombre et préoccupé. Jean-Pierre hésita, puis se lança. « Monsieur Dubois, excusez-moi de vous déranger. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais hier soir, votre assistante semblait nerveuse. Et j'ai vu une voiture de luxe, une que je ne connais pas, l'attendre en bas. » Il choisit de ne pas mentionner la note, ne voulant pas paraître fouineur. Antoine le remercia distraitement, mais les mots de Jean-Pierre firent leur chemin. L'homme de la rue voyait des choses que lui, du haut de sa tour, ne voyait plus. Antoine décida de tendre un piège. Il convoqua une fausse réunion ultra confidentielle avec son équipe la plus proche, à l'exception d'Amélie, prétextant une tâche urgente pour elle. Pendant cette réunion, il annonça avoir trouvé une faille dans l'offre de Lebrun et qu'il préparait une nouvelle proposition décisive, basée sur des informations financières exclusives. Il laissa traîner un faux dossier, rempli de chiffres et de stratégies bidons, sur son bureau, bien en évidence. Il dit à ses collaborateurs « Ce dossier ne doit sortir d'ici sous aucun prétexte, c'est notre dernière chance. » Puis, il quitta le bureau pour un prétendu rendez-vous, laissant Amélie seule à l'étage. Ce soir-là, en visionnant les enregistrements, son cœur se serra. Il vit Amélie entrer dans son bureau, regarder autour d'elle, puis photographier chaque page du faux dossier avec son téléphone. La trahison était là, froide et indéniable, capturée en haute définition. Le lendemain matin, Antoine convoqua Amélie dans son bureau. Il était calme, d'un calme glacial qui était bien plus effrayant que la colère. « Amélie, j'ai une vidéo très intéressante à vous montrer, » dit-il en tournant son écran d'ordinateur vers elle. Le visage de la jeune femme se décomposa en voyant les images de la veille. Elle balbutia des excuses, tenta de nier, puis finit par fondre en larmes. « Il m'a forcé, Lebrun, il me faisait chanter. » Antoine la coupa. « Je ne veux pas savoir. Prenez vos affaires. Vous avez 1 heure pour quitter cet immeuble. Et ne pensez même pas à demander une lettre de recommandation. » Humiliée et vaincue, Amélie quitta l'entreprise. Antoine se sentit vidé. Il avait gagné une bataille, mais la guerre contre Lebrun était loin d'être terminée, et il devait une fière chandelle à Jean-Pierre dont la discrète observation l'avait mis sur la bonne voie. Plus tard dans la semaine, Antoine passait en revue les enregistrements par pure habitude. C'était devenu un rituel. Il regardait les allées et venues, le travail silencieux de Jean-Pierre. C'est alors qu'il vit une scène qui le figea sur place. La caméra du couloir menant aux douches du personnel au sous-sol avait capturé Jean-Pierre à la fin de sa journée. Le vieil homme, fatigué, retira sa chemise de travail avant d'entrer dans la cabine. L'espace d'une seconde, son avant-bras gauche fut clairement visible, et sur cet avant-bras, un tatouage, une grenade ailée entourée des couleurs du drapeau français, le symbole de la Légion étrangère. Antoine sentit le souffle lui manquer. Ce tatouage, il le connaissait. Il l'avait vu des centaines de fois, sur la seule photo qu'il gardait de son père sur son bureau, une photo jaunie d'un jeune homme souriant en uniforme, le même insigne d'honneur gravé sur sa peau. Le monde d'Antoine bascula. Son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux venaient de voir. C'était impossible. Son père était mort. Il avait une lettre officielle, une tombe symbolique au cimetière. Et pourtant, ce tatouage, c'était une coïncidence trop énorme, trop cruelle pour être réelle. Tremblant, il rembobina la vidéo, la passa au ralenti, zooma. Il n'y avait aucun doute, c'était le même. Pris d'une urgence frénétique, il quitta son bureau en courant, sans un mot pour personne, et fonça vers son appartement.
Il devait voir la photo, la vraie, pas celle de son bureau. Il se rua vers une vieille malle en bois rangée dans un placard, un trésor de souvenirs maternels. Il l'ouvrit, les mains tremblantes, et sortit une boîte en fer contenant de vieilles photographies. Là, sous une pile de clichés de son enfance, il la trouva, la photo de son père, Nicolas, juste avant son départ pour sa dernière mission. Le tatouage était là, identique, un symbole éternel de son engagement. Toute la nuit, Antoine ne dormit pas. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit dans un désordre angoissant. Jean-Pierre, Nicolas, l'âge correspondait. Le regard, cette intensité qu'il avait vue le jour de l'accident, c'était le regard de son père sur les photos. Comment? Pourquoi? S'il était vivant, pourquoi ne les avait-il jamais contactés, sa mère et lui? La colère se mêlait à un espoir fou et douloureux. Sa mère était morte il y a quelques années, persuadée d'être veuve. Elle était morte sans savoir. Cette pensée le torturait. Au petit matin, incapable de tenir plus longtemps, il retourna à la tour. Il était à peine 6 heures. Les bureaux étaient vides et silencieux. Il descendit directement au sous-sol et frappa à la porte de la réserve. La porte s'ouvrit sur un Jean-Pierre ensommeillé qui le regarda avec surprise. « Monsieur Dubois, tout va bien ?» Antoine entra dans la petite pièce sans un mot, le cœur au bord des lèvres. Il tendit la vieille photographie à Jean-Pierre. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il, la voix brisée. Jean-Pierre prit la photo. Ses mains, habituellement si stables, se mirent à trembler. Ses yeux s'embuèrent de larmes en reconnaissant son propre visage, 30 ans plus jeune. Il leva un regard dévasté vers Antoine. « Où avez-vous eu ça ?»« C'est mon père, » répondit Antoine. « Mon père, Nicolas, disparu en Afrique. » Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé de 3 décennies de douleurs, de questions et de non-dits. Puis Jean-Pierre, ou plutôt Nicolas, s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains, secoué de sanglots silencieux. « Antoine, mon petit Antoine !» Le prénom, prononcé par cette voix, était à la fois une caresse et un coup de poignard pour l'homme d'affaires. « Pourquoi ?» La question d'Antoine était un cri. « Pourquoi nous as-tu abandonnés? Maman est morte en pensant que tu étais un héros mort au combat. » Nicolas, le visage ravagé par le chagrin, commença à parler, sa voix rauque. Il raconta l'embuscade, son unité décimée. Il avait été capturé, laissé pour mort. Il passa des années en captivité dans une prison oubliée au milieu du désert. Quand il réussit enfin à s'échapper, des années après la fin du conflit, il était un fantôme, sans papier, sans identité. Il mit encore des années à revenir en France, travaillant sur des bateaux, vivant de petits boulots. Quand il arriva enfin dans leur ancienne ville, tout avait changé. Leur appartement était occupé par d'autres. Personne ne savait où sa femme et son fils étaient mal partis. Il les avait cherchés pendant des années, jusqu'à épuiser ses dernières forces, son dernier espoir, et sombrer dans l'anonymat de la rue. « Oh, je ne voulais pas que vous me voyiez comme ça, » murmura Nicolas. « Un échec, un clochard, j'ai préféré que tu gardes l'image d'un père héros. Quand je t'ai vu ce jour-là avec Léo, j'ai su qui tu étais. Ton visage, c'est celui de ta mère. Je suis resté pour veiller sur vous, de loin, c'était tout ce que je pouvais faire. » Antoine écoutait, abasourdi. La colère laissait place à une immense tristesse, à une compassion infinie pour cet homme qui avait tout perdu, y compris son nom. Il n'avait pas abandonné sa famille. La vie la lui avait arrachée et ne la lui avait jamais vraiment rendue. Il regarda son père, ce vieil homme brisé, et vit, pour la première fois, non pas un sans-abri, mais un survivant. Un héros, d'une manière bien plus tragique et complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Pendant ce temps, Victor Lebrun était furieux. La perte d'Amélie l'avait privé de sa source d'information. La dernière phase de l'appel d'offres approchait, et il sentait que la situation lui échappait. Il décida de passer à la vitesse supérieure, de revenir à des méthodes qu'il connaissait bien. Il convoqua 2 hommes de main, des brutes à l'allure patibulaire. « Ce Dubois commence à me poser de sérieux problèmes. Je veux que vous me donniez un moyen de pression, quelque chose qu'il ne pourra pas refuser. » L'un des hommes eut un sourire mauvais. « Il a un fils, non? Un gamin d'une 10aine d'années. C'est toujours efficace. Un gamin. » Lebrun réfléchit un instant, un éclat cruel dans les yeux.
Pas de violence, je veux juste l'emprunter pour quelques heures, assez longtemps pour que son père comprenne qu'il a intérêt à coopérer. Trouvez-le, et soyez discret. » Le jour même, Léo demanda à son père s'il pouvait aller se promener au parc avec Jean-Pierre. Antoine, encore sous le choc des révélations, accepta. Il voulait que son père et son fils passent du temps ensemble, qu'ils commencent à construire un lien. Il regarda par la fenêtre de son bureau le vieil homme et le garçon traverser l'esplanade, une scène qui avait maintenant une signification poignante. Au parc, alors que Nicolas poussait Léo sur une balançoire, son instinct de soldat s'éveilla. Il remarqua une voiture banalisée, garée de manière inhabituelle, avec deux hommes à l'intérieur qui ne semblaient pas regarder le paysage. Il sentit une menace sourde, un danger invisible. Il devint plus vigilant, gardant Léo près de lui, son corps tendu, prêt à réagir au moindre signe suspect. Il ne savait pas qui ils étaient, mais il savait qu'ils n'étaient pas là par hasard. Soudain, le ballon de Léo roula vers un bosquet un peu à l'écart. Le garçon courut après. En une fraction de seconde, les deux hommes sortirent de la voiture et se dirigèrent vers lui. Nicolas n'hésita pas. Malgré son âge, il courut avec une vitesse surprenante. Il intercepta le premier homme avec un blocage d'épaule qui le fit vaciller. Le deuxième sortit quelque chose de sa poche, mais Nicolas fut plus rapide. Utilisant des techniques de combat rapprochées qu'il n'avait pas oubliées, il désarma l'homme et le projeta au sol. Mais il était seul contre deux, et les années avaient pesé sur lui. Alors qu'il maîtrisait le second agresseur, le premier, revenu à lui, le frappa violemment à l'arrière de la tête avec un objet lourd. Nicolas s'écroula, le monde tournant autour de lui, sa dernière vision étant celle de Léo, terrifié, emmené de force dans la voiture. Antoine, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, commença à appeler le téléphone qu'il avait donné à son père. Pas de réponse. Il appela Léo. Messagerie. Une panique glaciale l'envahit. Il appela immédiatement la police, puis Marc, son chef de la sécurité. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna, numéro masqué. « Allô » dit-il, la voix tremblante. C'était la voix de Lebrun, suave et menaçante. « Bonjour Dubois, j'ai quelque chose qui vous appartient. Ou plutôt, quelqu'un. 2 personnes, en fait, votre fils et votre vieil ami. Si vous voulez les revoir vivants, vous allez vous retirer de l'appel d'offres et me vendre votre entreprise pour un prix symbolique. Vous avez 24 heures. Et si vous contactez la police, vous recevrez votre fils en morceaux. » La ligne se coupa. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son pire cauchemar venait de devenir réalité. Nicolas se réveilla dans une cave humide et sombre. Sa tête lui lançait une douleur atroce. À côté de lui, Léo était recroquevillé, pleurant en silence. « Papy » murmura le garçon. « Je suis là, Léo. N'aie pas peur. On va s'en sortir, » dit Nicolas, sa voix se voulant rassurante malgré la situation. Il examina rapidement les lieux. Une seule porte verrouillée de l'extérieur. Des cordes liaient ses poignets, mais le nœud était grossier, fait par des amateurs. Il se mit au travail, discrètement, utilisant la friction contre un coin de mur pour user la corde. Son esprit était clair, la peur remplacée par une concentration de soldats. Il avait été dans des situations pires. Il devait protéger son petit-fils. C'était sa seule mission. Il devait gagner du temps pour qu'Antoine puisse agir. Antoine, de son côté, jouait la comédie. Il rappela Lebrun, feignant la panique et l'acceptation. « D'accord, vous avez gagné. Je ferai ce que vous demandez. Mais je veux une preuve qu'ils sont en vie. Je veux parler à mon fils. » Lebrun, triomphant, accepta. Il ordonna à ses hommes de laisser Léo parler à son père. L'appel était tracé par la police qui travaillait en silence. « Papa » dit la petite voix tremblante de Léo. « Léo, mon chéri, écoute-moi. Tout va bien se passer. Je t'aime. Dis à ton grand-père que je n'ai pas oublié l'histoire du renard argenté. » C'était un code, une histoire que son père lui racontait quand il était enfant sur un soldat qui s'échappait en utilisant la ruse. C'était un message pour Nicolas. Une opération de sauvetage était en cours. Tiens bon. La police réussit à trianguler l'appel. Un entrepôt désaffecté en banlieue. Dans la cave, Nicolas avait presque réussi à se libérer. Il entendit des pas lourds approcher. La porte s'ouvrit. Un des ravisseurs entra. « C'est l'heure de changer d'air, le gamin. » Nicolas choisit ce moment pour agir. Il se lança en avant, utilisant le poids de son corps pour faire tomber l'homme.
Il y eut une lutte brève et violente. Au même instant, la porte de l'entrepôt vola en éclats. Le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, envahit les lieux. Des cris, des ordres, le bruit de la confusion. L'opération fut rapide et précise. Les 2 hommes de main furent neutralisés sans un coup de feu. Un gendarme descendit dans la cave et trouva Nicolas, debout, protecteur, devant un Léo terrorisé, mais sain et sauf. Le vieil homme, le visage tuméfié mais le regard droit, avait tenu sa promesse. Il avait protégé son petit-fils. Au même moment, dans un grand restaurant, Antoine signait les faux papiers de cession de son entreprise sous le regard suffisant de Victor Lebrun. Le téléphone de Lebrun sonna. C'était son avocat. « La police est partout à l'entrepôt. Nos hommes ont été arrêtés. » Le visage de Lebrun se figea. Il comprit qu'il avait été piégé. Il se leva pour fuir, mais la table était déjà encerclée par des policiers en civil. Le commandant Lefebvre posa une main sur son épaule. « Victor Lebrun, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et extorsion. » Antoine le regarda, sans haine, juste avec le soulagement d'un homme qui venait de récupérer sa famille. La partie était terminée. Lebrun avait tout perdu en essayant de tout prendre. Les retrouvailles furent intenses et silencieuses. Antoine serra son fils et son père dans ses bras, une étreinte qui comblait un vide de 30 ans. Il n'y avait pas de mots, seulement la certitude d'être à nouveau une famille. Les jours suivants, Nicolas s'installa chez Antoine. Il quitta sa réserve sans un regard en arrière. C'était étrange pour lui de vivre dans le luxe, de dormir dans un vrai lit. Mais la présence de Léo, qui ne le quittait plus, et les conversations maladroites mais sincères avec Antoine l'aidaient à trouver sa place. Il y avait tant de choses à rattraper, tant d'années à comprendre. Ils apprirent à se connaître non pas comme un PDG et un agent d'entretien, mais comme un père et un fils, réunis par un miracle qu'ils n'osaient à peine croire. Un soir, alors qu'ils regardèrent de vieilles photos, Léo demanda « Papy, c'est vrai que tu étais un héros ?» Nicolas regarda Antoine, puis son petit-fils. Il sourit, un vrai sourire qui illumina son visage fatigué. « J'ai juste essayé de faire mon devoir, mon garçon. Le vrai héros, c'est ton père. Il a bâti tout ça à partir de rien, et il a su pardonner. C'est ça, la vraie force. » Antoine, ému, posa une main sur l'épaule de son père. Il avait retrouvé bien plus qu'un parent disparu. Il avait retrouvé une partie de lui-même, l'héritage d'un homme dont le courage ne se mesurait pas aux médailles, mais à sa capacité à survivre, à protéger et à aimer, même après avoir tout perdu. La blessure de son enfance commençait enfin à cicatriser. Quelques mois plus tard, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Nicolas, plus connu sous le nom de Papy par tout le monde, était devenu le pilier de la famille. Il aidait Léo à faire ses devoirs, racontait des histoires de la Légion et donnait à Antoine des conseils pleins d'une sagesse acquise à la dure. Il n'était plus une ombre, mais une présence chaleureuse et rassurante. Un jour, Antoine annonça une nouvelle. Sa femme, Claire, attendait un enfant, une petite fille. Nicolas, en apprenant qu'il allait être grand-père une 2e fois, eut les larmes aux yeux. La vie, qui lui avait tant pris, lui offrait une seconde chance inespérée, un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. La boucle était bouclée, la famille était enfin complète, plus forte et plus unie que jamais, soudée par les épreuves du passé et les promesses de l'avenir. La caméra s'éloigne lentement de la maison familiale où l'on voit à travers la fenêtre Nicolas et Léo en train de jouer aux échecs, tandis qu'Antoine et sa femme Claire les regardent en souriant, main dans la main. L'image de cette famille, reconstruite sur les ruines d'un passé douloureux, est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Le regard de Nicolas n'est plus celui d'un homme hanté par ses fantômes, mais celui d'un homme qui a retrouvé sa place dans le monde, non pas en tant que soldat, mais en tant que père et grand-père. La caméra monte vers le ciel de Paris, laissant derrière elle cette histoire de perte et de rédemption, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, un lien familial peut survivre et briller à nouveau, plus fort que jamais. Ainsi se termine l'incroyable histoire d'Antoine et de son père Nicolas. Un simple acte de bravoure a déclenché une chaîne d'événements qui a non seulement démasqué un traître, mais a surtout réuni une famille déchirée par la guerre et le temps. C'est la preuve que les héros ne portent pas toujours de cap et que les plus grands trésors sont parfois cachés là
où on les attend le moins. La justice a triomphé et une nouvelle vie commence pour eux, pleine d'espoir et d'amour. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage émotionnel. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos impressions dans les commentaires. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez un secret de famille aussi bouleversant? Racontez-nous ci-dessous.